Alors, dans cet exercice numéro 1, on demande d'écrire les nombres suivants sous la forme de fractions irréductibles. Une fraction irréductible, c'est qu'on ne peut plus simplifier. C'est une fraction qui est complètement aboutie. Donc, exercice numéro 1 de ce devoir commun. Donc, il faut écrire à grand R sous forme de fraction irréductible, donc 5 quarts. Alors, pendant que j'explique, posez vos questions si vous pensez que vous en avez un. Et surtout, ne restez pas sans poser de questions si vous n'avez pas compris. Voilà. Alors, pour traiter cette opération, il faut penser ce qu'on vous explique depuis la classe de 5e, les priorités opératoires. La multiplication est prioritaire devant l'addition et la soustraction. Donc, naturellement, on doit commencer par faire ce calcul. Ce calcul est prioritaire. Hein. Donc, en tant que calcul prioritaire, on a donc 3 fois 8. Hein, quand on multiplie deux fractions, on multiplie entre les numérateurs et entre les dénominateurs. Ça, normalement, vous le savez, ça, normalement. Hein. Donc, du coup, on a 5 quarts moins 3 fois 8. Le calcul qui est en rouge est prioritaire tant qu'il n'est pas abouti. Hein. 3 fois 8, ici, à ce stade, en fait, il faut simplifier. Il faut simplifier avant d'effectuer. Alors, n'effectuez pas sans avoir simplifié. Hein. Ce serait une erreur. Alors, effectuer, ce serait quoi? Effectuer, ce serait de dire, voilà, 3 fois 8, ça fait 24, et 4 fois 9, 36. Bon, les professeurs demandent d'éviter d'effectuer tant qu'on n'a pas simplifié. Donc, on évitera d'écrire 24 sur 36, même si ce n'est pas faux. Donc, on va simplifier, et pour simplifier, on va davantage décomposer ici. 3, il va rester tel quel. 8, c'est 4 fois 2. Alors pourquoi est-ce que j'écris 8 en 4 fois 2? Parce que ça va me permettre de me débarrasser du 4 que j'ai ici au dénominateur. Car ce 4 et ce 4 vont s'éliminer. Ensuite, 9, c'est 3 fois 3. 9, j'ai intérêt à l'écrire en 3 fois 3 parce que le 3 que j'ai par exemple ici va permettre d'éliminer celui-ci. Voilà. Donc du coup, on arrive à grand A égale 5 quarts moins ce qu'on a écrit. Donc, si vous avez bien compris, les 3, on s'en sépare, les 4 aussi. Eh bien, qu'est-ce qu'il reste? Il nous reste grand A égale 5 quarts moins 2 tiers. Voilà. Et là, maintenant, on a une soustraction de deux fractions. Et pour soustraire deux fractions, la règle est la suivante. Vous devez réduire au même dénominateur. Car si les fractions ne sont pas au même dénominateur, on ne peut pas les soustraire. Donc ici, on va multiplier par 3, puis là par 3, et ici on multipliera par 4, puis là par 4. Vous avez appris ça depuis la classe de 5e. Donc, ensuite, 5 fois 3, 15. 4 fois 3, 12. 2 fois 4, 8. 4 fois 3, 3 fois 4, 12. Donc, une fois qu'on a le même dénominateur, on garde le dénominateur commun, donc on écrit le dénominateur une seule fois, et on soustrait les numérateurs. 15 moins 8, c'est égal à 7, et donc, grand A est égal à 7 douzièmes. Et là, nous avons une fraction qui est simplifiée.
nous avons une fraction irréductible. Voilà. Est-ce que vous avez bien compris celui-là où il y a des questions? Oriane? Adélaïde? Non. Précis? Non. Très bien. Donc, on continue. Petit b, grand B. Grand B, on vous demande d'effectuer 2 tiers moins 3 divisé par 1 sur 9. Alors, pensez que les parenthèses sont prioritaires. Hein. Voilà, donc ce calcul est prioritaire. Donc, on doit d'abord faire 2 tiers moins 3. Sauf que 2 tiers moins 3, c'est 2 tiers moins 3 sur 1. Car 3, on peut assimiler 3 comme 3 divisé par 1. Voilà, donc ce qui nous fait B égale 2 tiers moins 3 sur 1. Bien sûr, on ferme la parenthèse, hein, bien entendu, ici. Et on divise par 1 sur 9. Le calcul en rouge est prioritaire. D'accord? Donc, on continue sur 2 tiers moins 3 sur 1 qu'il nous faut réduire au même dénominateur, hein, puisque on sait bien que si on veut soustraire deux fractions, on doit les réduire au même dénominateur. Donc, évidemment, le 1, il va falloir le multiplier par 3, et le 3 ici par 3. De cette façon, on obtient 2 tiers moins 3 fois 3, 9, 1 fois 3, 3. Voilà, et c'est ainsi qu'on obtient le même dénominateur. Et on continue comme ça. 2 tiers moins 9 tiers, c'est 2 moins 9 sur 3. Normalement, ça, vous le savez. Hein. Donc 2 moins 9 sur 3. 2 moins 9, c'est d'ailleurs égal à moins 7. Donc en vérité, on a moins 7 sur 3. Et si on va plus loin, c'est moins 7 tiers. Voilà. Ensuite, on divise par 1 sur 9. Vous avez vu, on peut même carrément s'occuper que du calcul prioritaire et mettre ce qui n'est pas prioritaire juste après. Hein. Donc du coup, ici, on divise aux deux fractions. Et quand on divise deux fractions, quand je fais par exemple la fraction a sur b divisée par la fraction c sur d, quand je divise ces deux fractions, bah, j'obtiens a sur b que je multiplie par celle-ci inversée, autrement dit par d sur c. Donc, grand B va être égal à moins 7 tiers, première fraction, multiplié par l'inverse de la deuxième fraction, donc 9 sur 1. Autant dire que on peut changer une division en un produit. Et quand on multiplie deux fractions, n'oubliez surtout pas le symbole moins. Vous avez vu, je l'ai bien remis. Hein. Il est là. Quand on multiplie deux fractions, on multiplie entre les numérateurs et entre les dénominateurs. Sauf que, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, pensez à simplifier avant d'effectuer.
Alors, simplifier, comment on peut s'y prendre? On peut par exemple imaginer que le 9 que nous avons ici, c'est 3 fois 3. Et en écrivant 9 comme 3 fois 3, ça va permettre de se débarrasser du 3 qu'on a ici. Donc, il y a un intérêt à écrire 9 comme le produit de 3 par 3. Donc, ici, on a 7, donc fois 3, divisé par 3 fois 1. 3 fois 1, c'est 3. Donc, on peut simplifier les 3. B égale moins 7 fois 3. Et moins 7 fois 3, c'est moins 21. Voilà. Donc, nous avons écrit B sous la forme, alors, sous la forme d'une fraction irréductible. Si vous voulez, vous écrivez moins 21 sur 1. Bon, voilà. Moins 21, c'est moins 21 sur 1. Donc, les grand A et grand B sont tous les deux sous forme de fractions irréductibles. Voilà, donc on vérifie le grand B. Donc 2 tiers moins 3. Le tout divisé par 1 sur 9. Donc 2 tiers, on a réduit au même dénominateur. Hein, donc ça nous a fait 2 tiers moins 9 sur 3. Le tout divisé par 9. 2 moins 9, ça nous fait moins 7. Moins 7 tiers divisé par 9. Moins 7 tiers multiplié par 9. Divisé par 3. Moins 7 tiers multiplié par 9. Et ensuite, on a simplifié les 3, on trouve bien moins 21. Bon. Petit 2. Petit 2. Grand A est-il un nombre décimal? Alors, il faut regarder ce qu'on a trouvé. Grand A, on a trouvé 7, 12, 7 sur 12. 7 sur 12. Et si on regarde au niveau de la calculatrice, 7 divisé par 12, 7 divisé par 12, c'est égal à 0,583, plein de décimales. On a des décimales ici qui sont infinies. Or, un nombre décimal a des décimales finies. Donc, 7 sur 12 ne peut pas être un nombre décimal. 7 sur 12 n'est pas un nombre décimal. Un nombre décimal, c'est un nombre dont les décimales finissent, s'arrêtent. Comme par exemple 5,18. Ça s'arrête. Comme par exemple 3,15 ou 2,5550. Tant que ça s'arrête, ce nombre est considéré comme un nombre décimal. Mais quand ça ne s'arrête pas, quand les décimales sont infinies, ce n'est pas un nombre décimal, c'est un nombre réel, tout simplement. Donc, pour répondre à la question posée, grand A n'est pas un nombre décimal. Alors, un instant, je reviens. Donc, je reviens, désolé. Du coup, cette douzième n'est pas un nombre décimal. D'accord? Donc ça, on va l'écrire. Grand A n'est pas un nombre décimal. Voilà. En revanche, grand B est un nombre décimal. Grand B est un nombre décimal parce que
Vous êtes en classe de troisième, hein. Donc, on vous a parlé des entiers naturels, grand N, l'ensemble des entiers naturels. Les entiers naturels sont les entiers suivants. Alors, je vais vous faire un petit tableau, vous allez comprendre. Imaginons que ici, on met tous les entiers naturels. Les entiers naturels sont 0, moins 1, 2, moins 2, 3, moins 3, etc. Voilà, moins 4, 4, 5, moins 5, 6, moins 6, 7, moins 7, jusqu'à. Tout ça, c'est des entiers naturels. Ensuite, on a d'autres nombres qu'on appelle les entiers relatifs, grand Z. Bon, je rappelle que grand N, c'est l'ensemble des entiers naturels. Euh, Pardon, grand N n'a pas les entiers négatifs. Grand N ne comporte que les entiers positifs. Donc grand N, je corrige, ce sont tous les entiers à partir de 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, etc., etc. Que les positifs. Grand N n'a pas du tout les négatifs. Voilà. En revanche, grand Z comporte les entiers négatifs, en plus. Donc comme moins 1, moins 2, moins 3, etc. Moins 4, moins 5, moins 6, moins 7, etc. Donc en fait, dans grand Z contient tous les nombres de grand N plus les entiers négatifs. Voilà. Donc justement, c'est grand Z qui a les nombres 0, moins 1, 1, moins 2, 2, moins 3, 3, mais grand N n'a que les entiers positifs, 0, 1, 2, 3, 4, etc. Ensuite, vous avez justement l'ensemble des nombres décimaux qui vient juste après. Donc grand Z, c'est l'ensemble des entiers relatifs. Grand D, c'est l'ensemble des nombres décimaux. Et l'ensemble des nombres décimaux contient, en plus de tous les nombres, parce que, attention, l'ensemble des nombres décimaux, c'est un ensemble qui est plus grand que grand N et grand Z. Si vous voulez, grand N est inclus dans grand D, grand Z aussi est d'ailleurs inclus dans grand D. Donc, étant donné que grand N est inclus dans grand D et que grand Z est lui-même également inclus dans grand D, ça veut dire que les entiers naturels, comme les entiers relatifs, sont des nombres décimaux. Les entiers naturels, donc les nombres entiers, qu'ils soient positifs ou négatifs, sont des nombres décimaux. Or, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que grand B, c'est un entier négatif, c'est un entier relatif. Donc, grand B est clairement un nombre décimal pour les raisons qu'on vient d'expliquer. Les entiers naturels les entiers naturels comme les entiers relatifs sont forcément des nombres décimaux. Sauf que les nombres décimaux on va avoir d'autres nombres décimaux qu'on peut rajouter. D'autres nombres décimaux comme par exemple 4 cinquièmes. Alors, peut-être que c'est pas l'endroit pour le mettre, mais on peut le mettre d'ailleurs. 4 cinquièmes, c'est 0,8. Ça s'arrête, hein. Si vous calculez 4 cinquièmes, vous trouvez 0,8. Donc 4 cinquièmes est un nombre décimal. 1,25, c'est un nombre décimal. Moins 3,5. Par exemple, la fraction 5 demi. Car 5 demi, c'est égal à 2,5, donc c'est un nombre décimal. Voilà. Donc, tous les nombres que vous voyez là sont des nombres décimaux. C'est-à-dire les entiers naturels,
0, 1, 2, 3, 4, 5. Ce sont tous des nombres décimaux. 6, 7, 8, 9, 10. Donc, il y en a une infinité, on est bien d'accord. Plus tous les entiers négatifs, hein, il y en a une infinité aussi, ce sont tous des nombres décimaux. Et toutes les fractions, là, toutes les fractions qui ont pour résultat un nombre dont la partie décimale est finie sont des nombres décimaux. Alors, à titre d'exemple, la fraction 1 tiers, par exemple, n'est pas un nombre décimal. Pourquoi? Parce que 1 tiers, ben, ça ne s'arrête pas. 1 tiers, c'est 0,333. Les décimales sont infinies, là. Alors, comme les décimales sont infinies, donc 1 tiers n'est pas un nombre décimal. En revanche, si vous prenez, euh, par exemple 1 demi, qui est aussi une fraction, 1 demi c'est 0,5. 0,5 c'est fini, donc 1 demi c'est un nombre décimal. Bon, donc ceci doit nous aider à répondre à la question qu'on nous a posée. Donc grand A n'est pas un décimal parce que on a vu que sa partie décimale, c'est-à-dire euh, tous les nombres qui sont, par exemple ici, représentent ce qu'on appelle la partie décimale. Mais si vous voulez une explication plus large, ce qu'on appelle un nombre décimal, c'est tout simplement que quand j'ai par exemple 5,45, alors quel est le nombre décimal? Ben, le nombre décimal, c'est le nombre qu'on a ici, moins ce qu'on appelle la partie entière. Quand on a 5,45, sa partie entière, c'est 5. 5, c'est la partie entière de 5,45. C'est-à-dire la partie sans ce qui vient après la virgule. Donc, partie entière du nombre 5,45. Donc, on est bien d'accord que la partie entière, c'est 5. Donc, quand vous prenez le nombre 5,45 et que vous lui enlevez sa partie entière, 5, eh bien, vous trouvez sa partie décimale. Et sa partie décimale, c'est 0,45. Donc, en fait, au départ, on a un nombre. Le voici. Ce qu'on a ici, c'est sa partie entière. Et quand on soustrait le nombre de sa partie entière, on trouve ce qu'on appelle sa partie décimale. Voilà. Donc la partie décimale de 5,45, c'est 0,45. Voilà. Bon, là, on creuse un peu, mais bon, c'est pas forcément... Bon, le jour du brevet, on n'a pas besoin de creuser, hein. On répond à la question, c'est tout. Grand A est-il en décimale? La réponse, c'est non. Grand B est-il en décimale? La réponse, c'est oui. Terminé, on passe à l'exercice suivant. Bon, là, on explique un tout petit peu comment ça marche, toutes ces choses-là. Donc, quand on a par exemple euh, le nombre 1,625, soit le nombre 1,625, sa partie décimale, c'est 1. Sa partie décimale, c'est 1. C'est sa partie entière, hein, pardon. Sa partie entière, c'est 1. Et sa partie décimale, c'est quand on fait le nombre moins sa partie entière. D'accord? Donc, quand je fais 1,625 moins 1, qui est la partie entière de 1,625, je trouve 0,625 qui est la partie décimale du nombre 1,625. Voilà, et c'est toujours comme ça. Donc au départ, on a un nombre. Ensuite, ici, on a sa partie décimale, sa partie entière. Et ici, on a sa partie décimale. Voilà.
Là, vous savez tout. Donc, c'est quand justement la partie décimale est finie qu'on dit que le nombre est un nombre décimal. En revanche, quand la partie décimale est infinie, ça nous pose un problème. Donc, voilà pour l'exercice numéro 1. Donc, on va quand même répondre à la question grand B. Enfin, petit 3. Grand B est-il un nombre décimal? La réponse est oui. Oui, parce que grand B est égal à moins 21. Moins 21, c'est un entier relatif, et les entiers relatifs sont des nombres décimaux. Voilà, puisque l'ensemble des entiers relatifs est inclus dans l'ensemble des nombres décimaux. Bon, mais on ne vous demande pas de justifier, on vous demande simplement de dire oui ou non. Donc voilà. Donc ici, on va dire oui. Alors, grand B est un nombre décimal. Voilà. On peut utiliser le théorème de Thalès dans 3 configurations. Voilà. Alors, première configuration. Vous aurez besoin de construire la figure suivante. Vous avez un triangle. On fait ça sans souci. Faites un triangle quelconque. Hein. Voilà, vous avez un triangle. Et ici, vous avez cette droite qui est parallèle. Cette droite que je vais appeler MN. Qui est parallèle à cette droite que je vais appeler BC. Et vous avez au départ un triangle ABC. Voilà, un triangle ABC avec la droite MN qui est parallèle à la droite BC. Ça, c'est la première configuration. Voilà. C'est d'ailleurs la configuration que vous avez vue en classe de 4e. Hein. Configuration vue en classe de 4e. Voilà. Et dans cette configuration, pour pouvoir appliquer donc le théorème de Thalès, on écrira un certain nombre de conditions. Voilà, on écrira un certain nombre de conditions et on va les voir après ces conditions. Hein. Puisque pour appliquer le théorème de Thalès, on doit écrire 3 conditions qui permettent son application. Ensuite, vous avez la deuxième configuration de ce théorème qui est pas très différente de la première. C'est celle-ci. Vous avez toujours un triangle. Construit un triangle. Alors ce triangle, c'est le triangle ABC, hein, de toute façon. Ça ne change pas. Ensuite, on va avoir le triangle AMN. Le triangle AMN qui va être comme ceci. Voilà. Et ici, ce qui se passe, c'est que les droites BC et MN sont parallèles. Donc BC parallèle à MN. De l'autre côté, c'était d'ailleurs la même chose, hein, puisqu'on avait MN parallèle à BC.
Voilà. Et ça, c'est la deuxième configuration de Thalès. Et vous avez la troisième configuration. La troisième configuration, c'est celle qui nous est proposée dans l'exercice numéro 2. Alors, c'est celle-ci. La configuration dite papillon. Voilà. Et là, on peut placer des points, comme par exemple, alors, on a ici le triangle ABC, et d'autre part, on a le triangle AMN. Donc, dans les trois configurations, on a toujours deux triangles, le triangle ABC, le triangle AMN. Hein, vous voyez, triangle ABC, triangle AMN. Sauf que ici, le triangle ABC est un agrandissement du triangle AMN dans la première configuration. Dans la deuxième configuration, le triangle ABC est une réduction du triangle AMN. Dans la troisième configuration, le triangle ABC est une réduction, là aussi, de toute façon, du triangle AMN, mais cette fois-ci, on a une configuration dite papillon. Mais bien sûr, le triangle ABC peut être un agrandissement du triangle AMN dans la configuration dite papillon. Les deux cas sont bien sûr possibles. Donc voilà les trois configurations de Thalès que nous devons connaître. Donc je reprends. Pour appliquer le théorème de Thalès dans la première configuration, il faut d'abord qu'on dise dans quel triangle on se place. Donc dans le triangle ABC, et bien dans ce triangle, qu'est-ce qu'on a? On a le point M qui appartient au segment AB. On a également le point N qui appartient au segment AC. Et troisième condition, on a les droites MN et BC qui sont parallèles. Donc, on peut appliquer le théorème de Thalès. Donc, que les choses soient claires. Que les choses soient claires. Vous ne pouvez pas appliquer le théorème de Thalès tant que vous n'avez pas énoncé les trois conditions. Il y en a une, deux et trois. Voilà. Si l'une des trois manque, le théorème ne peut pas être énoncé. Voilà. Donc, il faut absolument qu'on ait les trois conditions vérifiées. Le point M appartient au segment AB, première condition. Le point N appartient au segment AC, deuxième condition. Et les droites MN et BC sont parallèles, troisième condition. Ces trois conditions étant vérifiées, alors on peut appliquer le théorème de Thalès. Je vous rappelle que pour appliquer le théorème de Pythagore, on avait dit qu'il fallait que le triangle soit rectangle. Et bien ici, pour appliquer le théorème de Thalès, il faut que ces trois conditions soient vérifiées. Obligatoirement. Donc, une fois qu'elles sont vérifiées, alors, d'après le théorème de Thalès, on a donc, et là vous pouvez écrire les rapports de Thalès. Hein. On a donc, et les rapports de Thalès, ça va être quoi? Les rapports de Thalès, ça va être
AM sur AB. Hein, AM sur AB, donc plus petit sur plus grand, égale AN sur AB, plus petit sur plus grand, égale MN sur BC, plus petit sur plus grand. Donc, on a AM sur AB, qui est égal à AN sur AC, qui est égal à MN sur BC. Ou alors, si vous préférez, vous écrivez plutôt plus grand sur plus petit, parce que ça marche dans les deux sens. Ou alors plus grand sur plus petit, c'est-à-dire AB sur AM, égale plus grand sur plus petit AC sur AN, égale plus grand sur plus petit BC sur MN. Donc soit vous écrivez plus petit sur plus grand pour tous les rapports, ou alors vous écrivez plus grand sur plus petit pour tous les rapports. C'est au choix. Dans tous les cas, peu importe, car les deux fonctionnent très bien et les deux nous donnent les résultats qu'on veut obtenir. Voilà. Donc voilà comment on énonce, voilà comment on applique, enfin du moins comment on énonce, puisque appliquer c'est une fois qu'on passe à l'application numérique. Bon, en tout cas, voilà comment on peut énoncer le théorème de Thalès. Je rappelle que c'est uniquement dans la première configuration. On verra comment énoncer le théorème de Thalès dans les autres configurations. Ça, vous devez le savoir par cœur. Voilà. Hein. Et si vous ne le savez pas, inutile d'aller au brevet des collèges. Hein. Ça, je préfère vous le dire. Parce que ça, le jour du brevet, vous l'aurez. Hein. Ça, c'est sûr, c'est même certain. Vous aurez le théorème de Thalès. Donc, il faut absolument que vous sachiez énoncer le théorème de Thalès dans les trois configurations. Vous devez apprendre par cœur comment énoncer le théorème de Thalès dans chacune des trois configurations. Je dis bien par cœur. Voilà. On verra après qu'une fois qu'on sait énoncer ça, qu'un exercice, ce n'est pas très compliqué après. Bon. Donc, l'idéal en fait pour nous, c'est de trouver un moyen d'appliquer le théorème de Thalès à quelle que soit la configuration. Autrement dit, l'idéal c'est d'avoir une rédaction générale, hein, une rédaction qui soit la même et qui passe pour les trois configurations, quelle que soit la configuration. Alors, du coup, on peut faire ceci, hein, pour généraliser. Alors, bien sûr, ce qu'on a marqué ici pour la première configuration, c'est, on le laisse tel quel, hein, mais on peut aussi écrire ceci pour généraliser. Au lieu de mettre les segments AB, vous pouvez mettre tout simplement les droites AB et droite AC. Le point M appartient à la droite AB, le point N appartient à la droite AC. Les droites MN et BC sont parallèles. D'après le théorème de Thalès, on a AM sur AB qui est égal à AN sur AC qui est égal à MN sur BC. Et ce qui est intéressant dans cette façon de rédiger, c'est que c'est la même rédaction que l'on va avoir, hein, c'est exactement cette même rédaction-là que l'on va appliquer pour la configuration 2, et c'est la même rédaction qu'on va appliquer pour la configuration 3. Donc, en clair, pour la configuration 2, on va dire que dans le triangle ici c'est le triangle bien sûr AMN, mais qu'importe, hein, on peut aussi dire ABC, pourquoi pas. Donc dans le triangle ABC, hein,
dans le triangle ABC, le point M appartient à la droite AB. Alors, quand on dit que le point M appartient à la droite AB, ça veut dire qu'il peut être à l'extérieur de la droite AB. Enfin, du moins, à l'extérieur par rapport au point A et B. Alors que dans la première configuration, le point M est plutôt intérieur. Bon, qu'importe. Dans tous les cas, la rédaction pour la configuration 2, on va l'écrire. C'est la même. Donc, si on avait cette deuxième configuration, on écrirait ceci dans le triangle. ABC. Ici, on a le point M qui appartient à la droite AB, le point N qui appartient à la droite AC, et en plus, on a les droites BC et MN qui sont parallèles. On peut donc appliquer le théorème de Thalès. D'après le théorème de Thalès, on a, et là vous écrivez les rapports, alors plus petit sur plus grand, donc AB sur AM, qui est égal à plus petit sur plus grand, donc AC sur AN, égale plus petit sur plus grand, BC sur MN. Voilà, le théorème de Thalès est énoncé pour la configuration 2. Donc vous voyez bien qu'avec la deuxième configuration, on énonce le théorème de Thalès de la même manière qu'avec la première configuration. Ce qui doit nous aider en tout cas à retenir la façon dont on l'énonce. Ensuite, dans la configuration 3, c'est la même chose. On énonce le théorème de Thalès de la même manière que dans les deux premières configurations. On a un triangle ABC. C'est vrai, on a aussi un triangle AMN. Alors, peu importe qu'on se place dans le triangle ABC ou dans le triangle AMN, ça ne change rien. Alors, dans le triangle ABC, eh bien, vous voyez bien que le point M appartient à la droite AB. Le point M est sur la droite AB. Je rappelle qu'une droite est infinie. Donc ici, c'est comment énoncer le théorème de Thalès avec la configuration 3. Voilà, donc le point M appartient à la droite AB, on le voit bien. Le point N appartient à la droite AC. Vous le voyez également sur la figure. On peut aussi remarquer que les droites MN et BC sont parallèles. Donc on a bien les trois conditions qui permettent d'énoncer le théorème de Thalès et d'écrire les rapports de Thalès qui sont vérifiés. Donc, d'après le théorème de Thalès,
on a, et là vous énoncez les rapports, plus petit sur plus grand. Donc, AB sur AM, vous remarquerez qu'on commence par le centre, est égal à plus petit sur plus grand, c'est-à-dire AC sur AN, égale plus petit sur plus grand, BC sur NM. Voilà. Là, on a toutes les configurations de Thalès. Il y en a 3. Et pour énoncer le théorème de Thalès, on l'énonce de la même façon, quelle que soit la configuration. Est-ce que vous avez compris? Précis? Oui. Est-ce que c'est compris? Oui. Oriane? Oui. Adélaïde? Oui. Bon. Donc maintenant, si vous avez compris, on va faire quelques exercices. Avant de revenir à l'exercice numéro 2 du devoir commun de 3e donné en 2015, on va faire quelques exercices d'application pour voir comment on peut énoncer le théorème de Thalès et surtout l'appliquer. Je rappelle que le théorème de Thalès, comme le théorème de Pythagore, permet de calculer des longueurs. Voilà. Alors, donc l'exercice que je vais proposer pour qu'on puisse comprendre ce qu'on vient d'écrire, eh bien, je vais l'écrire, cet énoncé. Donc, vous allez construire un triangle. Alors, exercice d'application. Donc, on va construire un triangle. On place 3 points. Un point ici, quelque part par ici, un point quelque part par là, un point quelque part par là. Voilà. On a un triangle ABC. Vous allez tracer une droite. Vous allez tracer la droite MN telle que celle-ci est parallèle à la droite BC. Donc ici, on va écrire les données de l'exercice. Hein. Alors, on a les données suivantes. Alors, on nous donne la distance AB, elle est égale à 4 cm. La distance AC qui est égale à 5 cm. Et la distance AM qui est égale à 3 cm. Voilà ce qui est donné. Par ailleurs, on nous dit que les droites MN et BC sont parallèles. Et la question qui nous est posée, c'est la suivante, calculer la distance AN. Voilà. Donc, on a un triangle qui est dans la configuration de Thalès, et puis on a des longueurs qu'on connaît. Hein. On a les longueurs qu'on connaît. Ici, clairement, il faut qu'on pense à appliquer le théorème de Thalès. Alors, la longueur AB est connue. La longueur AM est connue. Hein. Donc, on a AM qu'on connaît. Hein. Alors, si vous voulez, ça donne ceci. On va essayer. AM est connu et on sait que AM c'est égal à 3 cm. AB, AB c'est tout ça. Et AB c'est 4 cm. On connaît AC. On connaît la longueur AC et la longueur AC c'est celle-ci. Elle est fait 5 cm. Et alors qu'est-ce qu'on cherche? On cherche cette longueur. AN.
Donc évidemment, ici, il faut penser à appliquer le théorème de Thalès. Alors seulement pour l'appliquer, il va falloir bien l'énoncer. On ne peut pas, par exemple, ici, tout de suite, aller écrire les rapports de Thalès, AM sur AB égale AN sur AC. Non. On commence par énoncer les conditions d'application du théorème. Il y a des conditions pour l'appliquer. Il y en a 3. Ce sont celles qu'on a vues tout à l'heure. Donc, on écrit les conditions. Pour les écrire, il faut qu'on se place dans un triangle. On se place dans le triangle ABC dans lequel on va énoncer ces conditions. Donc, dans le triangle ABC, eh bien, qu'est-ce qu'on sait? Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on sait? Alors, on voit que le point M appartient à la droite AB. Bon, ça, on va l'écrire. Le point M appartient à la droite AB. Le point N appartient à la droite AC. Et en plus, les droites MN et BC sont parallèles. On le sait car c'est donné. Hein, ça fait partie des données. Voilà. On a 3 conditions. Nos 3 conditions sont vérifiées. On peut donc appliquer le théorème de Thalès. Donc, d'après le théorème de Thalès, attention à la rédaction que vous voyez là, c'est exactement celle-là qu'il faudra produire le jour du brevet des collèges. Donc, d'après le théorème de Thalès, donc vous devez apprendre cette rédaction par cœur. Je dis bien par cœur. Alors, on a donc, et c'est là qu'il faut écrire nos rapports, donc plus petit sur plus grand, AM sur AB, hein, plus petit sur plus grand. Vous remarquerez que on commence par le sommet, hein, on commence par le point A, AM sur AB, AN sur AC. Donc AM sur AB égale AN sur AC. Alors on peut continuer, hein, puisque égale MN sur BC. Hein. Voilà. Et là, une fois qu'on a écrit ça, on passe à l'application numérique. Et là, on va remplacer les longueurs qui sont connues. Celles qui ne sont pas connues, on ne pourra pas les remplacer. Donc, par exemple, AM sur AB, est-ce qu'on connaît AM? Oui, AM c'est 3 cm, AB c'est 4 cm. Donc, AM sur AB, on écrira 3 sur 4. 3 sur 4. Égal. AN sur AC, est-ce qu'on connaît AN? Non. Est-ce qu'on connaît AC? Oui, AC c'est 5. Donc, AN sur 5. Vous voyez bien que les longueurs qui ne sont pas connues, on ne peut pas les remplacer hein, par des valeurs. On laisse AN. Et justement, on cherche AN, hein, puisqu'on veut calculer AN. Et on n'a pas non plus d'ailleurs MN ni BC hein, dans nos données. Je vous rappelle que les données sont ici. Les données sont là. Et dans nos données, on n'a pas du tout la longueur MN, ni d'ailleurs la longueur BC qui nous a été donnée. Donc, évidemment, Mn et Bc, on ne peut pas les remplacer. Donc, on va écrire égal Mn sur Bc. Alors, naturellement, on peut donc maintenant avancer avec ces deux rapports, ceux-ci. Ces deux rapports vont permettre de calculer An. Donc, d'après le produit en croix, parce que c'est ici qu'il faut appliquer le produit en croix, d'après le produit en croix. On a donc 4 fois AN, 4 fois AN. Je rappelle que le produit en croix, c'est de faire
4 fois AN, et puis c'est égal à 3 fois 5. Hein. C'est ça le produit en croix. Produit en croix. Voilà. Donc, du coup, 4 fois AN égale 3 fois 5. Ce qui nous donne 4 fois AN qui est égal à 15. Et pour trouver AN, il faut simplement diviser à gauche et à droite par 4, puisqu'il faut se débarrasser de 4. Toujours le principe de la résolution d'une équation que l'on retrouve, dans le théorème de Thalès et que l'on avait retrouvé d'ailleurs dans d'autres thèmes. Donc vous voyez bien que la résolution des équations, savoir résoudre des équations, c'est très important, puisque de toutes les façons, les équations, on les retrouve dans plusieurs thèmes. Donc, du coup, n est égal à 15 quarts. Et on peut prendre sa calculatrice pour voir ce que fait 15 quarts. Alors, si c'est un nombre décimal, donc avec une partie décimale finie, on peut l'écrire sous forme décimale. Si sa partie décimale est infinie, on peut éventuellement donner une valeur arrondie, mais dans ce cas, il faut préciser l'arrondi. Hein. Et puis, de façon générale, si on n'a pas demandé d'arrondir, il vaut mieux ne pas arrondir. On trouve 3,75. Alors, AN égale 3,75. Et on regarde les unités. Les unités au départ sont des centimètres. L'unité, c'est le centimètre, donc 3,75 centimètres. Et on a trouvé AN. Voilà, et on a énoncé le théorème de Thalès. Bon, c'est pas très compliqué ça, je crois. Après, pardonnez-moi, mais c'est à vous de faire des efforts pour que ça rentre, pour enregistrer tout ça et surtout pour s'en souvenir jusqu'au brevet des collèges. Parce que n'oubliez pas que vous avez un examen à la fin de l'année, hein, donc du coup, vous devez tout savoir faire. Voilà. Donc, il n'est pas, en fait, on ne peut pas, à un moment donné, accepter qu'un élève dise que, ah, je ne me souviens pas du théorème de Thalès. Ah non. Ça, c'est pas, ça c'est, enfin, je veux dire, on est en train de préparer le brevet, là. Voilà. Le brevet, ça se prépare en 9 mois. En 8 mois et demi. Et pendant ces 8 mois, bah, vous le préparez. Donc, tous les thèmes que vous abordez feront l'objet de ce brevet, de cette épreuve qu'on vous donnera. Donc, bien qu'un thème ait été vu, par exemple, il y a 2 ou 3 mois, bah, ce thème est valable pour le brevet. Donc, si vous avez commencé il y a 2 mois par tel ou tel chapitre, ce chapitre-là est toujours valable 3 mois après, 4 mois après, 5 mois après, parce qu'à la fin de l'année, il y a un examen. Donc, ça veut dire que vous devez à chaque fois préparer vos contrôles sur le cumul, en tenant compte de tous les chapitres déjà abordés depuis le mois de septembre. Donc, ne pensez pas que vous devez fonctionner chapitre par chapitre, non. Normalement, vous devez fonctionner à chaque fois sur le cumul, parce qu'à la fin de l'année, il y a un examen. Donc, si vous avez déjà fait 4 chapitres, bah, à chaque fois qu'il y a un contrôle, vous devez réviser les 4 chapitres. Une fois que vous en aurez fait 7, à chaque fois qu'il y a un contrôle, vous devez réviser 7 chapitres. Jusqu'au brevet, c'est comme ça. Une fois qu'il y en aura 12, une fois que vous aurez 12 chapitres, bah, c'est 12 chapitres qu'il faudra réviser pour le contrôle. Donc, une fois qu'un thème a été abordé, vous ne pouvez pas dire à un moment donné, ou au mois d'avril ou au mois de mai, que je ne me souviens plus de ce qu'on avait vu, on l'a vu au premier trimestre, ce que j'entends souvent. En vérité, non. Vous êtes dans une année sur une année où vous préparez un examen, donc vous travaillez à chaque fois sur le cumul. Voilà. Alors vous allez dire, oui, ça fait beaucoup de chapitres, mais si vous passez un quart d'heure par chapitre, c'est jouable.
Un quart d'heure par chapitre, c'est assez, c'est suffisant pour ne pas oublier ce qu'on a vu dans les chapitres déjà abordés. Il y a une règle que vous devez normalement appliquer pour que ça fonctionne pour le brevet des collèges. Cette règle, c'est peu et souvent font beaucoup. Donc vous révisez peu, vous révisez souvent, et le résultat, c'est que ça fait beaucoup. Voilà. Donc vous faites 15 minutes de Thalès, 15 minutes d'équation, 15 minutes de développer et réduire, 15 minutes de, de tel chapitre de géométrie, par exemple la proportionnalité ou un autre chapitre. Bah, vous vous arrangez à chaque fois pour faire 15 minutes par chapitre, autrement dit, un exercice pratiquement par chapitre, c'est suffisant pour ne pas oublier ce qui a été vu dans ce chapitre, mais vous faites ça régulièrement. Voilà, on ne demande pas de passer 1 heure sur chaque chapitre. Évidemment, s'il y a 6 chapitres, vous allez dire, oh là, il faut faire 6 heures. Bon, voilà, mais c'est juste un quart d'heure. Un quart d'heure par chapitre, c'est suffisant. Mais à condition de le faire souvent. Donc, très régulièrement, en fait. Bon, là, je vous explique les méthodes de réussite. Hein. Les méthodes de réussite sont bien celles-là. Hein. Peu et souvent, le fait de travailler peu, mais souvent, ça produit des résultats intéressants. Donc, alors, on va faire un autre exercice. La dernière fois, je vous expliquais que si vous faisiez ne serait-ce que 20 minutes par matière tous les soirs à la maison, tous les soirs, 20 minutes, ne serait-ce que 20 minutes. 20 minutes, par exemple, vous avez français, histoire géo, SVT, maths et physique le lendemain, bah vous faites 20 minutes de chaque. C'est suffisant. Hein. 20 minutes de français, 20 minutes de maths, 20 minutes de SVT, 20 minutes d'anglais, 20 minutes d'histoire géo. Pour 5 matières, ça vous fait 100 minutes. 100 minutes, c'est 1 heure et 40 minutes. 1 heure et 40 minutes, je pense que c'est jouable. C'est pas énorme. Si vous commencez à 18 h, à 19 h 40, vous avez fini de réviser 5 matières. Et normalement, il faut faire ça tous les soirs. Tous les soirs, 20 minutes par matière, c'est largement suffisant. Bien sûr, quand il y a des devoirs, ça peut prendre un peu plus de temps, mais c'est suffisant pour bien assimiler. Mais il faut faire ça régulièrement et tous les jours. Tous les jours, tous les soirs, ça doit être comme ça. Voilà. Donc du coup, on fait un deuxième exercice. Alors attention, mais les élèves qui suivent les conseils sont ceux qui réussissent. Hein. Donc, je donne des conseils. Ensuite, faut bien entendre, puis ensuite, surtout, appliquer. Hein.